I will continue now with the topic of Life for Meyer project, which was already presented by Eva Buvkova, and my part is actually thermal monitoring of restored wetlands. The main research question is actually what will happen after the revitalization in the peatlands. We are using for this monitoring remote sensing technology. It means in this case drone with the thermal camera with very high spatial resolution, which is 5 centimeters, and we are the flight height is 120 meters. We are acquiring the data 2 times per year. The first one is at the beginning of the vegetation season, something like mid-June to late June, and the late vegetation season will be the second time of data acquisition. We are selecting only clear sky days. That means only with incoming solar radiation without any cloudiness, and we are excluding cold days or periods after heavy rains. We need to have some incoming solar radiation, and therefore we are acquiring the data between 10 a.m. and 4 p.m. And we are also excluded localities which are covered by the forest growth. There is a simple hypothesis that we expect what will happen with the surface temperatures prior the restoration. That means the drained wetlands are showing us relatively high temperatures with some decreasing in the drainage channels, but after the restoration we expect the decreasing the surface temperatures due to increasing of soil water table. That means that the drain wetland is overheating due to that especially the barn peat is strongly overheated, sometimes more than 50 degrees because of high thermal conductivity and high emissivity. That means there is nearly no reflection in these areas. We are using methods including georeferencing the data with the ground control points based on the images fitting to the aerial photographs, and we are using also some relationship between surface temperature and long wave energy emission. And what is critical for this observation, that we need to avoid the differences because of the different weather conditions in various days. That means we need to exclude this effect of different temperature in different days. That means we are using simple formula which is called Z-score, and we have some reference area which is not drained, and we are then relating the temperatures to this area to have some relative values of surface temperatures. We have in this case 15 research plots. 10 of them are on the Czech side and the Šumava mountains, and 5 they are in the Bavarian side and the German. The Bavarian plots have been already restored in the previous project, but the areas in Šumava mountain, they were restored during the project Life for Meyers. There is an overview of the Czech sites, which include 10 localities which are acquired 2 times a year. Similarly, we have
these 5 plots on the German side. As you see, there is also a year of revitalization. That means we are only monitor the next development after the revitalization in these areas. There is some example of the results. This is a very nice spring locality, and we see at the A picture the drained spring area with very high surface temperatures. But then we see immediately after restoration, where is a lot of barn soil, which is also overheated, but already at the end of the summer, the locality is nicely covered by the vegetation, and even with very high biodiversity, including different plant communities. There is only change to the temperature scale, and we can see also the surface temperature decreasing. When we look at the different spots in this place, we can see also different behavior. For example, in the upper left part, we can see quite increasing data variability after the revitalization that might happen in the after the dry periods, that some plant communities or some spots are overheated, but in general we can see quite nice data diversity in the space. On the other spots are showing slightly decreasing the temperatures in this locality. And other example is wet meadow, which has been also restored in 2020, and we can see then also the decreasing the surface temperature, but in this case the data are relatively homogenic in the time. Also, we have measured temperature transect or profile, and at the axis X, you can see the distance from the drainage channel. And at the beginning, they are the lowest temperatures in the drainage channel because it's full of water. After the revitalization on the upper right part, you can see the increases, the temperatures because of the barn soil. But then the temperatures are decreasing again with some data variability. Another plot is Dobrovodské meadows. There were also made some small water bodies in the restored area. Sometimes happens that these water bodies are shallow, and in the afternoon time they may be also overheated, but it's not bad in this case. It just indicates the temperature rise, which is then decreasing again. Yeah, that's the case. Also, that different spots have different behavior after the revitalization. Some spots are very homogenic in the time. In some cases, we can see some data variability as well. Also, Nová Horka show us interesting thing that also different plant communities, because of differences in transpiration, have different resulting temperatures also after the revitalization. We can see this example, it is in this plot. And then we are going to the German side, and it is one example in Kleineau. There were already, this area was restored in 2016, and we are just watching the next development also in context of possible influence of climate change. That means there is in this area increasing frequency of dry periods, which might also affect the surface temperatures.
we can see it also in these below pictures, that sometimes after the dry period, the small water bodies in the dams are decreasing, and the barn peat is then overheated, with, which indicates high surface temperatures. That's interesting that some spots are showing actually stable development, but the small water bodies and small piece of peat box, they are really showing some between the years data variability, independence of precipitation or dry periods. This is also example that after the dry period, the water bodies are getting smaller with high temperatures of the barn peat. Another example in Finstravær fields, that's the same effect we can see. So I'm going to the conclusion. Actually, as expected, after the revitalization, the surface temperatures are rising and then are decreasing again. But there are actually two possibilities which can happen. The first is that the revetting area is showing the relatively low surface temperatures with the homogeneity or low variability in time and space, or other thing is that the surface temperatures are reflecting the biodiversity, the heterogeneity of plant communities. That is also the case in the German area, that we can see some spatial temporal variability in surface temperatures. And the next question is what will happen in the continuing climate change if there are really fluctuating climate with high frequency of dry periods. We can also expect the fluctuation of surface temperatures. Thank you for attention. Alors effectivement, on a entendu dire que les tourbières, les petites tourbières étaient mignonnes, étaient belles. Aussi dans les tourbières, il y a bien sûr des plantes, et notamment les sphènes qui sont très belles. Et dans ces merveilleuses sphènes, il y a des choses qui sont encore plus belles, c'est les amibes, en particulier les tecamibes, ou amibes à coquilles. Donc je vais vous présenter... comment ça marche cette histoire ? Voilà, ok. La question c'est, qui nous intéresse, c'est de savoir si, disons, souvent quand on restaure une tourbière, de manière générale, on veut évidemment d'abord restaurer un système fonctionnel, on veut recréer des habitats favorables à la biodiversité menacée des tourbières, mais il y a également de plus en plus, évidemment, la question du carbone. Les tourbières sont bien sûr des dépôts de carbone, mais également des puits de carbone. Et il y a un certain nombre d'outils existants, plus ou moins efficaces, pour quantifier la capacité des tourbières à fixer le carbone. Et en fait, donc, si on avait des indicateurs simples et efficaces, eh bien, ce serait très très précieux pour notamment les gestionnaires, pour pouvoir justifier aussi les coûts de restauration des tourbières qui sont évidemment très souvent conséquents. Alors, peut-être un résumé qui sera évident pour tout le monde, mais juste pour vous rappeler, puisqu'il y a un lien manifeste entre les conditions hydrologiques et la capacité des tourbières à fixer le carbone. Et il y a bien sûr plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais le principal, c'est la position de la nappe. Quand le niveau de nappe est bas, eh bien les flux de carbone, de CO2 sont élevés, la respiration de l'écosystème est plus élevée. Quand les flux quand le niveau de nappe est haut, eh bien ça bloque la respiration du sol. Et à l'inverse, le méthane, eh bien le dégagement de méthane est plus élevé quand le niveau de la nappe est haut, et puis est plus bas quand le niveau de la nappe est basse. Donc en fait, on a une inversion entre les deux
les deux flux. Et puis sur le diagramme de gauche, on voit que quand ce n'est pas tellement la production de méthane qui est affectée par le niveau de la nappe, enfin, en partie sans doute, mais c'est également l'oxydation du méthane. Quand le niveau de la nappe est bas, il y a un plus grand volume de tourbe qui contient de l'oxygène. Et dans ce volume de tourbe oxygénée, des bactéries méthanotrophes peuvent oxyder le méthane en CO2. Donc ça explique aussi une partie de l'augmentation des émissions de CO2 en situation de nappe basse. Comme bioindicateur de la profondeur de la nappe, il y a les tecameubiens, aussi appelés amibes à coquilles, qui sont en fait un groupe de protozoaires qui construisent des coquilles, un peu comme des escargots minuscules, si vous voulez. Et cette coquille est préservée et conservée dans les sédiments lacustres et dans la tourbe. Et comme vous voyez, il y a vraiment une assez large diversité morphologique. Et sur la base de cette morphologie, on peut identifier les espèces, plus ou moins facilement selon les groupes. Ces organismes sont présents dans à peu près tous les milieux naturels, terrestres, forêts, eaux douces, tourbières. Ils sont particulièrement abondants et diversifiés dans les tourbières. Et donc leur taille est plus ou moins ça va d'un demi-millimètre à une dizaine de micromètres. Donc c'est à peu près la même taille qu'un grain de pollen. Il y a plusieurs milliers d'espèces décrites et dans les tourbières, on trouve en tout cas une centaine ou plus d'espèces. Donc il y a une assez bonne diversité d'espèces, ce qui est évidemment intéressant d'un point de vue bioindication. Et donc, pour développer une fonction de transfert, donc en fait, on utilise ces tecamibes comme indicateur de la profondeur de la nappe, entre autres en tourbière. Et cet outil de bioindication, il est d'abord basé sur des études écologiques. Donc, on va dans une tourbière, on prend des échantillons dans différents types de milieux, les buttes, les replats, les gouilles. Et puis, donc, on a un certain nombre d'échantillons. Dans ces échantillons, on analyse au microscope les communautés. Et puis, à chaque échantillon est associé évidemment un certain nombre de mesures environnementales. Et puis, sur la base de ce genre de données, on va typiquement chercher à comprendre quels sont les facteurs écologiques qui expliquent le mieux la structure des communautés. Et quand on fait ce genre d'exercice, c'est en général toujours le niveau de la nappe, l'humidité qui sort en premier, ou bien le pH, ça dépend un tout petit peu des échantillons, des sites qui ont été échantillonnés. Et donc en fait, c'est principalement comme indicateur paléohydrologique que ces amibes sont utilisés. Donc comme ça a été montré pour des analyses à très long terme, paléo-environnementales, et puis également à plus court terme. Donc pour faire ce genre de modèle, on va typiquement évaluer la qualité, la fiabilité d'un modèle, et on le fait notamment en observant la corrélation entre le niveau de nappe observé, mesuré à l'endroit où un échantillon a été pris, et puis le niveau prédit sur la base du modèle. Et dans l'idéal, on aimerait avoir une droite parfaite et une corrélation avec un R carré de 1. En réalité, c'est rarement exactement le cas, mais on a quand même des modèles qui sont plus ou moins performants. Il y a toute une série de modèles qui ont été développés dans différentes régions, notamment essentiellement de l'hémisphère nord, mais également dans l'hémisphère sud. Et puis ensuite, il y a eu des modèles plus généraux pour toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord qui ont été développés au cours des dernières décennies. Donc c'est vraiment, en paléoécologie, c'est un des outils classiques qui est utilisé. Et donc ça donne ce genre de choses. Vous avez ici un diagramme paléo-environnemental. Vous n'arrivez pas à lire, mais chaque ligne verticale, c'est une espèce, et vous voyez l'abondance qui fluctue au cours du temps. Tout en bas, c'est moins 10 000 ans, la surface, c'est le présent. Et là, dans cet exemple précis, on voit qu'à peu près en 1850, il y a eu un changement majeur dans la structure des communautés qui se reflète dans les deux courbes de droite par des changements de pH et de nappe qui sont prédites. Cet exemple concret-là, c'est la tourbière de Prarodès. C'est une tourbière qui est tout près d'ici, en Suisse, dans la vallée de Joux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu dans d'autres présentations l'année 1800 qui avait été signalée comme une période où des changements majeurs commencent à opérer. Ici, on est à peu près à la même période. Il a été question également de l'importance
de la forêt, du boisement, des tourbières. Et dans cette étude particulière, ce qui était ressorti, c'était qu'en fait, c'était autour de la tourbière, sur le terrain minéral de la vallée de Joux, que la forêt a été défrichée pour créer des pâturages. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette histoire précise, c'est que en fait, c'est probablement le fait d'enlever la forêt autour du pâturage qui avait exposé la tourbière à l'action de dessèchement des vents chauds et secs de l'été, qui a permis à la nappe de se baisser et puis ensuite a provoqué un changement de végétation. Donc ça, c'est une petite aparté sur ce cas précis. Et puis à droite, ce que vous voyez, c'est une méta-analyse d'une trentaine ou une quarantaine d'études comparables effectuées dans différentes régions d'Europe qui montrent qu'effectivement, de manière générale, on a un assèchement généralisé des tourbières d'Europe qui va en s'accélérant et qui a effectivement commencé à peu près il y a 200 ans. Donc c'est vraiment un outil standard pour les tourbières. Et puis la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut également utiliser ces amibes comme indicateur de flux de gaz en tourbière? Ce serait évidemment un grand avantage de pouvoir aller simplement à un endroit, prendre un échantillon de mousse, regarder les amibes et se dire « Ah, cet endroit fixe du carbone » ou au contraire, il n'en fixe pas. Ce serait beaucoup plus simple que de faire des mesures répétées de flux avec des cloches ou bien d'investir dans des tours à flux, etc., qui sont d'autant plus difficiles à utiliser, notamment pour les tours à flux, que si on a affaire à des très petits sites avec des influences de la forêt qui est autour, voire des pâturages sur les bilans de carbone. Donc, ça serait utile de pouvoir avoir un outil facile et efficace pour estimer le flux de carbone. Et puis, ça serait également très utile pour éventuellement faire des relations entre la conservation de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Et en fait, l'inspiration pour ceci m'est venue, on ne voit pas le titre de l'article, il y a eu un petit mouvement. C'est un article de Gilles Bubier et compagnie et collègues publié en 1995, donc il y a plus d'une trentaine d'années bientôt. Quand j'ai lu cet article, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit, si on peut faire des modèles pour estimer les flux de méthane sur la base des bryophytes, eh bien, je pense qu'on peut aussi le faire sur la base des amibes. Et donc, ça faisait 30 ans que j'avais envie de faire ça. Et finalement, on a pu le faire, on a pu commencer à faire ça récemment. Donc là, ça, c'est les résultats de cette étude d'il y a 30 ans. Donc, on voit à gauche, la colonne de gauche, les préférences des espèces pour la nappe, avec 3 espèces avec des écologies contrastées. Et puis à droite, eh bien, la correspondance entre l'abondance des espèces et puis le flux de méthane. Donc on voit que différentes espèces de bryophytes, effectivement, sont associées à des flux de méthane différents. Et donc l'idée, c'est qu'en tourbière, eh bien, il y a beaucoup plus d'espèces d'amibes que de bryophytes. Par ailleurs, les espèces d'amibes, les communautés d'amibes changent beaucoup plus rapidement que les communautés de plantes, y compris les bryophytes, parce qu'on a un certain nombre de générations par année. Donc si les conditions du milieu changent assez rapidement, par exemple quand on bouche des drains, eh bien, on verra plus rapidement un changement dans les communautés d'amibes que dans la végétation. Donc ceci représente un avantage. Et donc en fait, si on résume un tout petit peu le cheminement de pensée, on a la profondeur de la nappe comme d'autres facteurs qui sont des facteurs qui contrôlent la végétation, mais qui contrôlent également les communautés d'organismes du sol, y compris donc les tecameubiens. La végétation elle-même, par la quantité de matière organique produite, par la qualité chimique de cette matière organique, par les exudats racinaires, va également influencer indirectement, on va dire, les communautés d'organismes du sol. La végétation, les organismes du sol, eh bien, font pour la végétation photosynthèse, respiration. Pour les organismes du sol, essentiellement de la respiration, sauf évidemment quelques tecamibes qui sont mixotrophes, comme ça a été dit précédemment. Tout ceci résulte donc dans une production primaire nette. Et puis, on a également la partie production de méthane, des bactéries méthanotrophes, méthanogènes, pardon, je suis un peu perturbé par tout ce qui nous arrive. Les bactéries méthanogènes donc, produisent du méthane. Une partie de ce méthane va être oxydée en CO2
en remontant, et puis donc le résultant peut être émis en surface. Tout ceci nous donne un budget annuel de CO2 et de méthane qui est en fait la variable qui nous intéresse ici. Et puis ceci va avoir un impact sur le climat. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse bien sûr au flux de carbone. Et puis bien sûr que le climat est une des influences sur le niveau de la nappe, mais il y a également les impacts directs humains, eutrophisation et puis drainage, et puis bien sûr les plus positifs, les actions de restauration écosystémique. Donc voilà, un certain nombre de flèches qui nous montrent toutes les choses qui sont importantes à considérer ici. Il y a un certain nombre de choses qu'on mesure, un certain nombre de choses qui nous intéressent. Et puis en fait, si on simplifie le système, on a donc la nappe qui influence la végétation et les communautés d'organismes du sol. Et puis au final, ceci résulte en des flux de CO2 ou de méthane. Et donc, en fait, on a des modèles qui existent depuis longtemps pour prédire le niveau de la nappe sur la base des TECAMIB. Et puis, on a une publication qui date de 2021 où, en fait, cette valeur de nappe prédite a été utilisée pour ensuite prédire les flux de méthane dans les tourbières canadiennes. Donc, en fait, les auteurs là, ils se sont dit, le flux de méthane dépendant de la nappe. On va prédire le niveau de la nappe d'après les amibes dans des analyses, dans des carottes de tourbe, et puis reconstruire donc l'évolution du méthane sur cette base. Donc, il y a une publication qui a utilisé cette approche. Mais évidemment que quand on a un premier modèle qui estime le niveau de la nappe sur la base des amibes, puis un deuxième qui estime le niveau de CO2 sur la base de la nappe, chacun de ces modèles est imparfait, chacun de ces modèles a une certaine erreur, et donc on cumule un certain nombre d'erreurs. Et intuitivement, on se dit que ce serait quand même préférable d'avoir un modèle qui lie directement les communautés d'amibes au flux de gaz. Et donc, pour calibrer un tel modèle, il nous faut bien sûr un certain nombre de placettes d'études où on mesure les flux de gaz. Et puis ensuite, on analyse également les amibes. Donc ça, c'est la publication que je citais qui fait le lien entre amibes, nappe, et puis nappe, prédire le méthane d'après la nappe. Et puis, donc, je vous le disais, ça fait 30 ans que j'avais cette idée de faire cette étude. Et finalement, Alicia Fraser a fait son travail de master sur cette thématique. Et on a publié l'année passée un premier article de Proof of Concept qui nous montre qu'effectivement, l'intuition était bonne. On a un modèle qui est de loin pas parfait, mais qui nous donne en tout cas confiance, qui nous motive à continuer ce travail pour établir des modèles plus robustes. Et je passe la parole à Robin. Alors, je prends le relais sur ce qu'a dit Edouard pour vous expliquer un peu plus concrètement comment on fait pour construire cette fonction de transfert, donc cet outil qui nous permettra d'estimer les flux de gaz à partir des Amibatech. Malheureusement, c'est un travail qui est en cours, donc on aurait aimé pouvoir vous donner l'outil clé en main aujourd'hui, mais il va falloir patienter encore un peu puisque c'est un projet de doctorat qui dure 4 ans et là on arrive au bout de la seconde année. Mais on a quand même quelques résultats assez intéressants et prometteurs à vous présenter, donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc pour construire la fonction de transfert, déjà il nous fallait plusieurs sites qui nous serviraient un peu de laboratoire sur lesquels on allait pouvoir faire des mesures assez fréquentes pour se construire un jeu de données. On a choisi 3 sites principaux dans le Jura suisse et un en plus de la tourbière de Frasnes où les collègues nous ont bien gentiment accueillis pour venir faire des mesures de gaz assez fréquentes sur des anneaux de plastique de PVC enfoncés dans le sol sur lesquels on vient faire des mesures par chambre régulières. Donc on a placé 12 anneaux sur chacun des sites qu'on a choisis, en essayant de les répartir de façon à avoir la plus grande représentation possible parmi tous les habitats, toutes les microstructures qu'on peut trouver en tourbière, pour que notre modèle après soit capable de fonctionner dans les conditions les plus généralistes possibles. C'est-à-dire qu'il soit capable de fonctionner, qu'on soit dans un creux, qu'on soit dans une butte, qu'on soit dans une zone de forêt, quel que soit l'endroit d'une tourbière qu'on cherche sur lesquels on cherche à travailler. Donc voilà, quelques graphiques qui montrent un peu cette répartition des points, à gauche en fonction des types d'habitats, avec une colonne pitworm parce que les points du ponton de Frasnes sont un peu inclassables dans les résultats qu'on a eus. Et à droite, la moyenne annuelle de nappe sur chacun des points sur lesquels on a travaillé, avec une moyenne qui se trouve entre 10 et la plupart des points qui se trouvent entre 10 et 30 cm, et des extrêmes quand même qui sont couverts avec des zones très sèches et des zones très humides qui sont en eau une bonne partie de l'année. Alors, le travail de terrain qui mène la construction de la base de données, il se fait comme suit. Donc, comme je l'ai dit, un certain nombre de travail de jours de terrain sur lequel on vient avec un instrument LICOR pour venir estimer les flux, mesurer
les flux de gaz de CH4 et de CO2 sur place, auxquels on va joindre d'autres facteurs abiotiques comme la lumière, la profondeur de nappe. On prend aussi des données de végétation et plusieurs autres facteurs en fait, qu'on fait rentrer ensuite dans le modèle. Donc ça, c'est la plus grosse partie du travail de terrain, on va dire, où on passe, celle qui prend le plus de temps, c'est construire ce jeu de données de gaz concret. Et sur chacun des plots qu'on visite, on ramasse quelques sphaines pour pouvoir en extraire les Amibatech, qu'on va ensuite reconnaître au microscope, afin d'avoir une communauté liée à chacun des points de mesure de gaz sur lesquels on travaille. Et ensuite, on utilise un code de langage R et le logiciel SoilFlux Pro de Licor pour travailler sur nos données et ensuite attaquer la modélisation. Donc, comme j'ai pu vous le dire, pour ce qui est de construire le dataset, le plus important, c'est d'avoir le plus de données possible qui couvrent un maximum d'amplitude de conditions climatiques. Donc, c'est des données qui ont été prises depuis la fin de l'hiver, depuis la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps, histoire d'avoir un peu toutes les conditions de hauteur de nappe, de pluie, de température qu'on peut rencontrer, y compris les extrêmes, que ce soit quand il fait très froid ou au contraire pendant les canicules de l'été, pour avoir le plus de points, encore une fois, pour pouvoir couvrir le plus de situations. Pour l'instant, on a à peu près 2500 points de ces variables qui sont utilisables. On fait des mesures qui sont à la fois à la lumière et à l'obscurité pour prendre en compte la photosynthèse aussi. Et c'est un travail de longue haleine puisqu'il continue encore cette année. Et on essaye sans arrêt de rajouter des nouvelles données dans ce dataset pour que notre modèle soit plus efficace. Des données donc, qui sont faites soit par nous-mêmes, soit par des collaborations avec d'autres personnes. Notamment Camille aussi qui vient de commencer son doctorat un peu sur un sujet connexe, des gens qui travaillent avec nous en France, en Finlande, en Estonie. Et j'en profite pour faire un peu de pub. S'il y en a certains d'entre vous qui veulent qui veulent faire travailler un peu leurs données de gaz et qui ont envie de participer à ce projet un peu intéressant, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse des transferts de données et qu'on les intègre à notre dataset aussi. Nous, on est toujours friands et on recherche toujours des données de gaz à intégrer dans notre modèle. Alors, il y a une partie microscopique qui a été faite aussi, bien sûr, pour pouvoir lier des communautés d'amibes à ces mesures de gaz qu'on a faites. On essaie de reconnaître environ 150 amibes par plot. Pour l'instant, un passage complet a été fait. On va refaire un comptage sur des sphènes qui ont été prises au printemps, là c'est en cours, pour prendre en compte une éventuelle variation intra-annuelle qui est supposément assez faible, mais qui peut quand même être importante. Donc voilà, ça va être fait aussi ça a été fait en automne jusqu'à présent. On va essayer de le faire au printemps et en été pour justement prendre en compte cette variation intra-annuelle qui, même si théoriquement est faible, peut quand même nous aider à améliorer la fiabilité du modèle. Donc quand on regarde sous le capot du modèle exactement, pour qu'on essaie de voir exactement comment ça fonctionne, c'est comme suit. Donc on a un training set, donc qui est notre jeu d'entraînement de notre modèle, qui est composé de petites briques, de petits sous-éléments, on va dire. Et chacune de ces briques va nous permettre de construire le mur qu'est le modèle. Donc une brique, c'est une paire qui lie à la fois le modèle de flux d'une placette avec la communauté d'amibes qui est liée. Donc ça, c'est chaque bloc qui compose notre modèle, c'est une communauté d'amibes avec un flux de gaz d'une placette à l'année. Et donc, on va essayer d'accumuler au maximum ces briques pour que notre mur, notre modèle, soit le plus solide possible. Et ensuite, le modèle va s'entraîner sur la base de ces données qu'on va lui fournir. Donc, un peu à la façon dont ChatGPT fonctionne, je sais que vous en avez sûrement entendu parler, l'IA, c'est vraiment la folie en ce moment. Peut-être moins dans la conservation, mais j'imagine que vous savez quand même de quoi je parle un minimum. Donc comme ChatGPT qui s'entraîne à écrire des paragraphes en lisant des milliers de pages Internet, notre modèle il fait pareil. Il lit des milliers de communautés liées à des gaz qu'on lui a fournis auparavant pour être capable ensuite de prédire comment nos communautés d'amibes, à quel flux de gaz nos communautés d'amibes sont liées. Donc en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pour chacune des espèces qu'il a rencontrées dans le training set, il va être capable de lier une valeur de flux de gaz et la pondérer par cette espèce. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le modèle, une fois qu'il est entraîné, le gestionnaire peut lui amener une communauté observée d'Amibatech, et le modèle va être capable, en regardant dans son catalogue sur lequel il s'est entraîné, de lier une valeur de flux à chacune des espèces qu'on va lui fournir, de la pondérer en fonction de la place de cette espèce dans la communauté, de sa proportion, et à la fin, de nous fournir une prédiction de flux de gaz. Et cette prédiction de flux de gaz, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans la même unité que les flux de gaz sur lesquels on a entraîné le modèle, c'est-à-dire des bilans annuels. Donc ça veut dire qu'au niveau d'un site ou de la placette que le gestionnaire cherche à diagnostiquer, en fait, il va avoir des valeurs utilisables qui lui permettent de faire un bilan annuel ou à l'échelle de la placette ou à l'échelle de son site, finalement. Donc voilà pour comment le travail se passe. Quelques résultats déjà. Donc pour l'instant, on en est à la construction des briques qui nous permettent de faire notre modèle. Donc ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on arrive à faire des modèles qui soient fiables pour chaque placette. Comme ça, on n'a pas d'erreur ensuite qui s'accumule jusqu'à notre modèle final.
Donc vous pouvez voir sur ce tableau les R carrés des différents modèles, les R carrés moyens des différents modèles qu'on a pu créer. Le R carré, pour faire simplement, c'est une métrique qui vous permet de savoir si la prédiction faite par votre modèle est proche de la réalité ou pas. Si vous êtes à 1, c'est qu'elle est extrêmement proche de la réalité, ou c'est qu'elle est même égale à la réalité. Et si vous êtes près de 0, c'est qu'elle est très mauvaise. Donc on voit que sur le CO2, pour ce qui est des creux, on a des bons résultats déjà. Et pour le reste, c'est assez mitigé, sachant qu'on vise des valeurs de 1, mais à partir des valeurs de 0,5, 0,6, on commence à être content. Donc il y a déjà des résultats prometteurs qui ont été dégagés. Et surtout, on a beaucoup d'idées pour améliorer en fait, ces modèles et pour qu'ils soient plus proches de la réalité. La principale chose, la force, en utilisant un peu la force brute, on va dire le nerf de la guerre, c'est le nombre de données. Donc en augmentant les nombres de données, on espère améliorer ces résultats-là. Et il y a aussi des modèles mathématiques qui vont être plus performants, qui vont nous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Là, pour l'instant, ce que je vous montre, c'est uniquement des modèles linéaires très simples, mais en explorant des mathématiques un peu plus compliquées, des modèles bayésiens, des choses comme ça. Je ne vous casse pas trop la tête avec ça. On aura sûrement des résultats un peu plus compliqués, mais un peu meilleurs aussi. Voilà. Et bien sûr, augmenter le nombre de variables peut nous permettre d'améliorer nos modèles, par exemple en prenant en compte la végétation, ce qui n'a pas encore été transposé, l'humidité du sol, la température de la tourbe plutôt que la température de l'air, éventuellement, des choses comme ça. Voilà. Donc, bon, l'objectif, ce serait d'avoir le modèle qui fonctionne pour août 2025, ce qui me laisserait la dernière année de ma thèse pour transposer cet outil-là sur des données, enfin l'utiliser sur des données paléoécologiques pour essayer de construire peut-être des images de référence pour des gestionnaires ou des choses comme ça. Et d'ici là, donc, pour améliorer le modèle, il y a tout un tas de choses à faire, comme j'ai pu vous le mentionner par le présent, mais donc incorporer plus de données, plus de sites, plus de plots. S'il y a encore une fois des gens qui veulent travailler avec nous, venez nous voir, parce qu'on cherche toujours des gens. Identifier donc les faiblesses, ça va passer à la fois par des études qualitatives, mais aussi par des mathématiques, de l'ordination éventuellement, pour savoir quels sont les paramètres les plus importants à prendre en compte dans nos modèles. Voilà, inclure plus de variables, comme j'ai pu vous le dire. Et bien sûr, Edouard a toujours plein d'idées pour le futur, donc éventuellement étendre cette étude-là et cette fonction de transfert aux bas marais, en plus des hauts marais, parce qu'ils peuvent avoir un impact éventuellement sur les sites qui nous intéressent, sur les tourbières. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, rebonjour, Sylvain Moncorgé, conservateur d'espace naturel de Franche-Comté, équipe Life Tourbière du Jura. Une question pour Robin et Edouard. Une question double. En fait, si j'ai bien compris, vos modèles et vos recherches actuellement ne s'appliquent que pour les tourbières à sphaigne, enfin les hauts marais, donc c'est ça. Est-ce qu'il est envisagé de développer ça pour les tourbières minérotrophes, d'une part? Et puis, deuxième question. Le souci, là, c'est qu'on a des données qui sont très ponctuelles. Et la question qui intéresse le gestionnaire, c'est une extrapolation à l'ensemble du site pour qu'il ait des données à l'intégralité du site. Est-ce qu'une extrapolation est-elle envisageable selon cette méthode-là? Et si oui, comment? Alors, pour ce qui est de l'extrapolation, elle est envisageable. Alors, avant d'avoir fait une proof of concept, c'est difficile à dire. Mais en théorie, ça devrait être... En théorie, on pourrait extrapoler cette méthode à tout habitat en fait, qui héberge des amibas-tech et sur lesquels on est capable de faire des mesures suffisamment fréquentes et suffisamment intensives pour pouvoir construire le jeu de données. À partir de là, en fait, la fonction de transfert, elle se moque bien de quelle variable elle analyse tant qu'elle en a suffisamment. Donc ça veut dire que même dans le modèle d'amibas-tech, on pourrait rajouter des plantes, on pourrait rajouter d'autres types d'organismes sans problème. Donc ça veut dire qu'a priori, s'il s'avère que les autres habitats en fait, hébergent des communautés d'amibas-tech qui sont reconnaissables, suffisamment variées et avec suffisamment d'individus, a priori ça pourrait fonctionner. Ouais. Est-ce que par contre on l'envisage? Peut-être Edouard, toi tu sais un peu mieux aussi, pour la première partie de la question. Disons, pour le côté pratique pour le gestionnaire, effectivement, ce n'est pas sur un point qu'on va pouvoir dire grand-chose, mais le but, c'est réellement, pour l'instant, disons, le modèle de bioindication par les amibas-tech, c'est, comme Romain l'a expliqué, on compte 150 individus, enfin, on identifie 150 individus dans un échantillon. Pour un spécialiste, ça prend à peu près 2 heures. Et puis ensuite, on a notre communauté, puis on entre ça dans un fichier Excel, et puis on peut faire nos calculs. Ce n'est pas hyper rapide, mais en fait, ce que je pense, c'est qu'on peut fortement accélérer le processus en identifiant les meilleurs indicateurs.
parce que très certainement quand on aura fini cet exercice, on aura identifié une poignée d'espèces qui sont soit indicatrices de flux de méthane élevé ou de fixation de carbone, etc. Et sur cette base-là, je pense qu'on peut vraiment accélérer l'analyse des échantillons. Mais concrètement, ça veut dire vous avez votre tourbière, vous faites peut-être une vingtaine d'échantillons, vous avez peut-être des carrés permanents dont vous voulez suivre l'évolution au cours du temps, et puis ça peut être en fait assez rapide quand même, disons, de faire ce genre d'objet. Certainement plus rapide que de retourner 20 fois sur le terrain pour faire des mesures de gaz chaque année, quoi. Donc, dans tous les cas, on gagne du temps. Et puis, je pense qu'il y a encore des développements, que ce soit statistiques ou autres, ou même méthodologiques, notamment avec la reconnaissance automatique d'images, ce qu'on est en train de développer aussi, mais ça sera pour une prochaine conférence, qui semble fonctionner pour justement quelques espèces les plus faciles à identifier. Et si ces espèces-là sont en plus des bonnes indicatrices, alors on aurait un potentiel vraiment considérable. Allô ? Oui. Bonjour, Marc Mallet de l'Office de l'environnement du canton du Jura, en Suisse donc. Je m'adresse à M. Mitchell et M. Calisti. De nouveau, je voulais savoir si vous preniez en compte le nombre d'individus de chaque espèce que vous trouviez sur des sites, parce que ça pourrait être aussi une indication supplémentaire, et puis si vous faisiez des analyses génétiques plutôt que de faire ça au microscope. Alors pour l'instant, moi comment je procède, c'est de toute façon lorsqu'on fait une extraction, le nombre d'individus n'est pas un problème. Donc on ne s'amuse pas à les compter, on essaie juste d'en trouver 150 pour avoir notre communauté qui est construite. Et de toute façon, le modèle derrière travaille uniquement en proportion. Donc le nombre est pas, pour le modèle en tout cas, le nombre n'est pas aussi important que la proportion, le nombre d'individus. Donc en fait, il s'agit juste d'avoir une fraction de la population suffisamment représentative pour ne pas avoir de biais d'échantillonnage. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à 150. Et que le nombre d'individus en soi n'est pas forcément important. Là où il peut être utile, par contre, c'est lorsqu'on compare les amibes mortes et vivantes. La proportion de mortes survivantes peut être importante pour éventuellement détecter des variations dans la communauté, puisque si on voit qu'une espèce est très fréquente mais qu'elle est uniquement présente morte, c'est probablement que les conditions ne sont plus favorables à cette espèce-là. Donc c'est vraiment dans ce cas-là qu'on va comparer vraiment un nombre d'individus reconnus morts versus vivants. Mais en général, on travaille surtout avec de la proportion. Pour ce qui est des analyses génétiques, j'ai des collègues qui en font. Tu veux peut-être prendre le relais ? Alors, les analyses génétiques, en théorie, oui, c'est possible. Sauf que pour pouvoir identifier sur une base génétique les espèces, il faudrait d'abord avoir un catalogue d'espèces pour lesquelles on a fait du barcoding d'ADN. Et on en est loin. On y travaille. C'est un travail de longue haleine, mais on peut, disons, évidemment faire des analyses et puis avoir des résultats, puis comparer, même si on n'est pas sûr de l'identité, on pourrait faire. Une des complications, c'est qu'en fait, les amibes, les tech-amibes, ce n'est pas un groupe monophylétique. Elles font partie de 3 branches différentes de l'arbre des eucaryotes. Donc en fait, ça veut dire qu'il faudrait faire 3 analyses génétiques séparées en séquençage massif. Ça commence à devenir assez cher. Et donc, pour l'instant, c'est quand même encore plus simple de travailler en microscopie. L'autre désavantage, c'est que si on veut faire de la paléo-environnement, pour l'instant, en tourbière, les analyses génétiques paléo-environnementales ne se font pas tellement. J'ai jamais entendu parler, en tout cas, sur les amibes. Donc, ce serait peut-être de la musique d'avenir, mais pour l'instant pas. Mais en surface, on pourrait. En surface, disons, on travaille plutôt pas uniquement sur les tech-amibes, mais sur l'ensemble des protistes. Et ça, c'est une approche tout à fait complémentaire qui pourrait être une alternative, mais de nouveau que pour les analyses de surface. À propos du nombre d'individus, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pensais qu'il y aurait peut-être une corrélation entre une espèce A qu'on retrouve seulement à un individu dans votre échantillon et une espèce B à 10, l'espèce C à 100, enfin la communauté, enfin la liste des espèces ne suffit peut-être pas. Peut-être que pour chaque espèce, le nombre est encore un renseignement important.
Oui, mais c'est ce qu'on fait. Quand on dit 150 individus comptés, c'est identifier et compter. Et donc ensuite, on a une proportion relative de chaque espèce dans la communauté, quoi. Donc effectivement, j'ai fait des expériences d'utiliser simplement la présence-absence au lieu des pourcentages pour faire une fonction de transfert. Ça marche aussi, mais un peu moins bien. On a quand même une plus grande finesse de bioindication quand on a des proportions relatives en faisant... voilà. Et 150 individus, c'est un peu un compromis. Ça nous permet d'analyser plus d'échantillons, mais on se rend bien compte que si on compte que 150 individus, une espèce qui n'est présente qu'à 1 ou 2% dans la communauté, on n'a pas une estimation très fiable de sa proportion. Donc c'est principalement les espèces les plus abondantes qui nous donnent déjà le signal écologique. Même déjà avec 50 individus comptés, on a à peu près 90% du signal écologique de l'échantillon. On a fait ce genre d'analyse là aussi. D'accord, merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Michael Lamar. Je travaille pour le gouvernement de Haute-Bavière en Allemagne, aussi dans la restauration des tourbières. Puis j'ai une question aussi pour les amibes, ou pour les messieurs Calisti et Mitchell. Est-ce que vous avez essayé cette technique aussi dans des tourbières qui sont utilisées pour l'agriculture, ou est-ce que vous avez jusqu'à maintenant juste utilisé cette technique dans des tourbières naturelles avec une couche de mousse et de la végétation naturelle, ou est-ce que ça marche aussi dans les autres types de tourbières? Alors effectivement, on a à ce jour surtout utilisé ça, ou même uniquement dans des tourbières naturelles, au marais et bas marais. Et surtout quand il y a des sphènes ou d'autres mousses, mais c'est essentiellement là que l'outil est utilisé. Quand on est dans de la tourbe cultivée, on va avoir évidemment aussi des amibes, des tech amibes, mais pour l'instant, il y a eu beaucoup moins de recherches dans ces milieux-là. Donc c'est pas impossible. C'est vrai qu'on est naturellement attiré par les jolies tourbières naturelles et puis ces thématiques-là, mais on se rend compte que, en particulier sur la question du CO2, de la gestion des milieux, il y a de plus en plus d'intérêt. On a maintenant des mesures de gaz qui commencent à se faire justement dans des sols agricoles où on est en train de travailler sur la gestion du niveau de l'eau et puis de chercher des indicateurs. Mais ça on est vraiment, on n'a même pas encore commencé de regarder les amibes dans ces échantillons-là, mais ce serait évidemment intéressant de le faire. So maybe I'm next. I'm Jonathan Etzold from NABU, Germany, Nature Conservation NGO. My question goes to Stefan Glatzel regarding the results that you showed. You mentioned, like, for Amtsfeld,
J'avais une question à nouveau, Arnaud Tourment, pardon, indépendant, GeoSolo. J'avais une question sur les diatomées pour revenir sur le volet, pas sur les diatomées, sur les amibes, pour revenir sur le volet paléo-environnemental. Est-ce qu'il est possible de faire une corrélation entre la présence de diatomées, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus en termes de paléoécologie sur les tourbières, et sur les amibes? Et donc déjà ça, je voulais savoir si potentiellement on peut utiliser le même genre de technique avec les diatomées. Et puis je me posais aussi la question si on pourrait utiliser potentiellement ces amibes comme indicateur de pastoralisme ou autre, enfin si on pouvait faire un lien aussi avec le pastoralisme. Il y a peu d'études qui comparent les tecamibes et les diatomées. Il y en a quelques-unes, je pense notamment à Michal Hayek en République tchèque, qui a travaillé sur la comparaison de différents groupes d'organismes. Mais l'utilisation des diatomées en paléoécologie en contexte tourbeux, je ne crois pas que ça puisse vraiment être fait, puisque les frustules ont tendance à être dégradés au cours du temps dans la tourbe. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour certaines tecamibes qui produisent en fait des coquilles à base d'éléments siliceux qu'elles sécrètent. Et on va les retrouver abondamment en surface dans les premiers 10-20 cm, mais de moins en moins en profondeur. Donc on a tendance à les exclure de la fonction de transfert pour cette raison-là. Donc on utilise les diatomées bien sûr beaucoup plus en contexte lacustre, et là on peut aussi utiliser les tecameubiens, et donc on pourrait imaginer une étude comparative des diatomées et des tecameubiens en milieu lacustre qui nous donnerait des informations complémentaires. Il y a une très belle thèse qui a été réalisée il y a quelques années à l'université de Besançon sur les tecameubiens en milieu lacustre, et qui montrait justement notamment qu'elles étaient très sensibles aux différences de niveau trophique du lac, et donc effectivement potentiellement à des questions de fertilité de l'écosystème, d'input de nutriments. Pour ce qui est du pastoralisme, je vois moins directement, disons, comment on peut utiliser les tecameubiens comme indicateur du pastoralisme, si ce n'est, comme je l'ai brièvement mentionné, pour la tourbière de Prarodais, où en fait on a eu un assèchement de la tourbière lié justement à l'ouverture des pâturages, et probablement un effet indirect lié à la disparition de la forêt qui protégeait climatiquement la tourbière, le petit îlot de tourbière humide dans un paysage karstique. Donc il était protégé par la forêt, et puis une fois qu'on a coupé la forêt pour créer des pâturages, eh bien cette tourbière s'est retrouvée isolée, exposée au vent, et donc en partie asséchée. Donc là, de ce point de vue-là, il y a effectivement un lien entre pastoralisme et puis tecameubiens, mais c'est peut-être pas ce lien-là que vous aviez, c'est peut-être pas ça que vous aviez à l'esprit. Ok, merci. Et juste pour revenir sur les tourbières, sur les études diatomiques, s'il y a eu des études de fait en paléohydrologie sur tourbières, avec les diatomées, donc il y a le travail notamment de Karen Sarrier-Sol, Université américaine de Paris, dans le Massif central. Mais bon, voilà, il y a d'autres exemples, mais ça se fait en milieu de tourbière. Ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'on a épuisé notre auditoire? La question se pose.
Ceci dit, nous sommes à l'heure pour terminer cette session. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants et les réponses qu'ils ont apportées. Pour finir la journée, on va recommencer sur le contexte jurassien avec, donc, je vais poursuivre moi sur le contexte historique qui a amené au programme LIFE, et Émilie vous présentera les 2 programmes que l'on a menés et que l'on mène actuellement et les actions qui sont en cours, et présentera les sorties que l'on réalisera demain. On vous a quitté tout à l'heure sur ce tableau de Isambard, et déjà en quelques mots, quelles ont été les atteintes qu'ont subies les tourbières du massif du Jura, et pour expliquer pourquoi on a mené le programme LIFE. Jean-Noël, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît. Donc on l'a abordé à plusieurs reprises. Le massif du Jura a été exploité par l'homme depuis un certain temps. Alors, je n'ai pas mis de photos, mais on sait que les utilisations sont anciennes. On a des traces de présence de l'homme au bord du lac de Remoré il y a environ 7000 ans par des pollens de céréales. Il y a les habitats palaffites au bord des lacs jurassiens qui témoignent d'une utilisation dès le néolithique. Donc, les tourbières ont probablement subi du pastoralisme déjà ancien, mais on va dire que les atteintes très marquées sur les tourbières ont commencé il y a environ 3 siècles, et c'est l'exploitation pour le chauffage qui en a été la principale cause, à une époque où la forêt jurassienne, qui actuellement occupe 70% de la surface sur le Haut-Jura au moins, était beaucoup plus restreinte et en tout cas moins disponible. On estime qu'il y avait environ 20% de la surface qui était forestier en 1800. Donc, sur le côté français, l'exploitation de la tourbe, donc, qui a duré à peu près 3 siècles, était essentiellement une exploitation familiale, mais malgré tout, en 3 siècles, ça laisse le temps de faire des stigmates profonds dans l'ensemble des tourbières du massif. Alors je dis ensemble, on ne sait pas exactement, mais c'est probablement plus de 95% des hauts marais, ou en tout cas des tourbières ombrotrophes, qui ont été exploitées sur le massif côté français au moins, et suisse également. Donc l'exploitation laisse des traces, je ne vais pas vous le détailler, mais vous voyez sur le relevé topographique en bas à droite, on voit ces formes géométriques topographiques. C'est bien évidemment les fosses d'exploitation qui restent après l'arrêt. Un exemple sur une tourbière qui est juste à côté d'ici, j'avais estimé rapidement une exploitation d'environ 150 000 m3 de tourbe, probablement en 100-150 ans, et ça correspond grosso modo à un peu plus de 20%, presque un quart du volume de tourbe qui était disponible dans la partie haut marais. La partie bas marais a été très peu exploitée puisque toujours en eau. Par contre, dès qu'on passe la frontière, à quelques centaines de mètres d'ici, c'est tout autre chose parce que il y a eu des exploitations beaucoup plus intensives, et notamment pendant les 2 secondes guerres mondiales. Les 2 guerres mondiales, la première et la seconde. Et essentiellement, la seconde a été un élément important. La Suisse, ne pouvant plus bénéficier des ressources minières de l'Europe, a reporté une part de sa recherche d'énergie vers la tourbe, et on a eu une intensification sur quelques années très importante des exploitations. Et quand on regarde la résultante sur cette carte qui est produite par les administrations suisses, on voit l'exemple de la vallée de la Burtinière qui, a priori, les Suisses me contrediront si je dis une bêtise, mais devait être quasiment intégralement tourbeuse. On retrouve maintenant que quelques patchs très géométriques de haut marais. Ça aurait presque pu devenir le cas en France, puisque, de même, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une recherche de ressources minières potentielles, et un atlas a été réalisé
publié après la guerre en 1949, mais l'objectif était de savoir si les tourbières étaient une ressource potentielle pour rechercher de l'énergie locale. Ça n'a, heureusement, on va dire, pour les tourbières, pas été le cas côté France. Les évolutions économiques ont changé. Par contre, les évolutions économiques ont entraîné en post-période de guerre une volonté de maintenir et de développer l'économie dans les zones très rurales qui subissaient les affres de la désertification et des grands plans nationaux. Donc vous ne pouvez peut-être pas forcément lire, mais ça c'est un exemple que vous verrez demain pour ceux qui iront au lac des Rouges-Truites. Ce site a subi un grand plan de drainage orchestré par l'État français dans un but d'essayer de rendre cultivables les zones de tourbières, ce qui n'a pas été le cas, contrairement à ce qui était espéré, dans ces zones de moyenne montagne, et notamment du fait des précipitations très régulières qui ont été présentées ce matin. En synthèse, les tourbières, là c'est une photo qui vient de Bois d'Amont, je ne pouvais pas trouver plus proche, mais on voit sur cette photo qui fait à peu près 1,3 km de large, il y a plus de 25 km de fossés de drainage qui ont été creusés, soit pour l'exploitation, soit pour l'agriculture. Il y a 2,5 hectares de forêt enrésinée, de plantation de résineux, pour essayer de trouver une économie à ces zones qui n'avaient plus d'utilisation. Toujours les effets de la désertification rurale. Ces zones qui n'avaient pas d'utilisation, on les a utilisées pour se débarrasser de ce qui nous gênait. Et là, on voit une grande zone de remblai le long de la route qui a reçu plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de dépôts morainiques, de dépôts qui ont été extraits lors de la création des différentes habitations le long du village de Bois d'Amont. Et dernièrement, la décharge, donc l'endroit, pendant plusieurs dizaines d'années, les déchets ménagers de Bois d'Amont étaient jetés dans des fosses d'exploitation, brûlés régulièrement. Il n'y a pas eu d'incendie à ma connaissance, malgré tout, mais ça a été arrêté dans les années 80 et recouvert. La décharge existe toujours en dessous de cette zone de couverture. Donc voilà des tourbières qui n'avaient plus d'usage économique et qui ont été transférées, réutilisées comme zone de décharge ou de dépôt. Je ne vous l'apprends pas, mais ces effets, même si actuellement on n'a plus ou presque plus d'atteinte directe aux tourbières, mais les effets des drainages continuent. Les zones qui s'assèchent progressivement deviennent de plus en plus minéralisées, les caractéristiques de la tourbe changent et on est progressivement en train de perdre des caractéristiques qui lui sont propres pour la survie des tourbières, notamment la porosité, la capacité de rétention de l'eau et les dégradations de ces fibres se transforment en des rejets de carbone, de dioxyde de carbone ou de méthane, comme on a déjà vu, et des rejets d'azote. Alors, c'est quelque chose qui a été relativement faible dans les tourbières les plus hautes en altitude. La vallée de l'Orbe a été en partie préservée de ces atteintes malgré le très fort taux de drainage parce qu'il pleuvait régulièrement. Par contre, à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer ? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment important d'agir actuellement sur les effets. Donc, c'est pour ça qu'on a mené nos 2 programmes live. Alors, juste pour, avant de vous présenter ces 2 programmes, en fait, les moyens financiers qui existaient sur le massif du Jura jusqu'à présent, avant ces programmes live, n'étaient pas suffisants pour répondre aux besoins et au nombre de tourbières qui méritaient de faire l'objet d'actions de réhabilitation. Du coup, au début des années 2010, on a commencé à plusieurs structures à réfléchir au montage d'un premier programme LIFE qui a mis du temps, mais qui a abouti au lancement de ce programme donc en 2014. Donc c'était un LIFE Nature qui s'est terminé en 2021. Et parce qu'il restait encore du travail et qu'on avait l'opportunité à nouveau de monter ce programme de financement LIFE,
enfin d'avoir ce financement pour les actions de réhabilitation, on a déposé un nouveau programme LIFE qu'on a obtenu et débuté en 2022 pour cette fois à nouveau 7 ans. Donc c'est des programmes qui sont portés par 6 structures pour le premier programme et 5 pour le deuxième, qui sont compétents sur leur territoire d'intervention. Donc que ce soit le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté en tant que porteur de projet, coordinateur, mais qui intervient aussi sur des territoires dont il a la gestion, 2 épages, donc Haute-Loup et Doudé-Soubes, le parc naturel régional du Haut-Jura et les amis de la réserve du lac de Romoré. Donc ça, c'est les 5 qui sont toujours présents. Et sur le premier programme, on avait aussi la DREAL Bourgogne-Franche-Comté qui intervenait sur la mise en œuvre d'actions. Donc c'est 2 fois 7 ans pour, entre guillemets, réparer ces tourbières. Dans le premier programme, on était sur un programme Life Nature avec une entrée de réhabilitation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire et donc des justifications à apporter sur les surfaces impactées par nos actions de réhabilitation. Alors que sur ce second programme en cours, on est plus sur un objectif de réduction des gaz à effet de serre émis en lien avec la dégradation de ces tourbières, et donc plus sur un focus d'atténuation. Donc c'est la clé d'entrée de ce programme qui nous permet de... Enfin voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Life Climat. Et du coup, notre objectif, notre monitoring se base sur prouver qu'on réduit ces émissions de gaz à effet de serre. Sur le premier programme, on est intervenu sur 55 tourbières et sur le second, on prévoit d'intervenir sur 70 tourbières. Alors dans les 2 cas, la solution est la même, c'est la réhabilitation fonctionnelle de ces tourbières. Alors, par rapport aux travaux réalisés, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Je vous montre les différentes actions qui sont menées de façon générale. Bien sûr, tout site est un cas particulier. Mais globalement, on a 3 grands types d'actions qui sont menées, qui est issue de l'expérience suisse, et notamment de Philippe Grosvernier, qu'on a appliqué sur nos sites. Donc il y a tout ce qui est travail de neutralisation de fossés de drainage, la neutralisation des exutoires et le remouillage d'anciennes fosses d'extraction de tourbe et le reméandrement de cours d'eau qui avait été rectifié par le passé. Et à ces 3 grandes actions principales s'ajoutent les travaux de réouverture qui sont réalisés en grande partie en lien avec les travaux précédents que j'ai évoqués précédemment, notamment pour créer les accès pour les engins. En termes d'objectifs, donc sur le premier programme, on avait neutralisé 26 km de fossés de drainage. Là, on prévoit d'en neutraliser 36. Donc l'utilisation de panneaux triplis, de madriers en bois. Il y a dans certains cas, pour accéder et sur des tourbières très isolées, on peut utiliser l'hélicoptère. Quand c'est plus intéressant que les nombreux allers-retours des engins sur les sites. Je vous mets juste des images de ce qui est réalisé. On utilise aussi parfois des madriers en acier, notamment ceux qui iront à Oudouillon, ce sera évoqué, et puis aussi à Frasnes particulièrement. La deuxième grande action, donc les fosses d'extraction de tourbe, donc avec un objectif réalisé, une réalisation de 33 hectares lors du premier programme LIFE, et on a un objectif de 27 hectares pour ce second. Voilà quelques images d'actions de remouillage d'anciennes fosses d'extraction de tourbe. Et puis la dernière action qui est donc le reméandrement, ou en tout cas la restauration de cours d'eau, donc avec 15 km qui ont été restaurés pour le premier et 18 sur le second.
Oui, voilà. Donc tous les détails, on verra demain sur le terrain. J'ai mis, voilà, en complément de ces actions concrètes de réhabilitation, il y a un certain nombre de monitoring qui sont réalisés. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais voilà, justement pour justifier nos actions et leur impact, donc il y a tout un volet d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas de leur non-émission, le suivi de la piézométrie, le suivi des espèces à enjeu, le suivi des habitats et des bilans carbone de chantier, également pour avoir un net entre du coup ce qu'on va éviter de libérer du fait de nos travaux et du coup le bilan carbone de la réalisation du chantier en tant que tel. Il y a également, je vais passer très vite, mais un certain nombre d'actions de communication, de sensibilisation qui sont prévues dans le cadre de ces actions de réhabilitation, enfin, dans le cadre du programme, avec des visites, des réunions. L'idée, c'est d'impliquer la population locale, les scolaires, les étudiants, les autres professionnels de l'éducation à l'environnement, mais aussi des gestionnaires, dans ces actions, de partager les connaissances mutuelles et voilà, d'avancer sur. Donc ça, les LIFE nous permettent d'avoir un budget pour la réalisation de ce genre d'action. Donc vous avez eu l'occasion de voir, voilà, il y a un certain nombre de documents qui a été fait dans le premier programme LIFE, donc un recueil d'expériences qui est disponible en ligne, notamment la version anglaise qu'on n'a pas en version vraiment imprimée propre entre guillemets. Le Lehman qui est pareil en 2 versions. Il y a eu une web émission qui a été réalisée en 2021. Et un certain nombre de formations qui sont réalisées pour les animateurs nature, les futurs agriculteurs, voilà. Et du coup, aussi le premier programme a été un élément déclencheur pour l'obtention du label Ramsar. Donc voilà, ça a permis de mettre en lumière ces tourbières et du coup ça a abouti, donc même si c'était un dossier différent, mais voilà, sur l'extension d'un site Ramsar qui existait déjà à toutes les tourbières et lacs de la montagne jurassienne. Voilà sur cette présentation très rapide. Il y a des questions éventuellement ?